Étudiantes de l'école et les étudiants de l'école 3A de Lyon, Paris, Toulouse et Rennes, le corps professoral et les collaboratrices et collaborateurs de nos campus vous remercient d'avoir bien voulu accepter d'animer notre conférence de ce soir en ouverture de notre masterclass de demain réservée à nos étudiants de 5e année sur le thème « Sûreté, sécurité des actions humanitaires » et Karine Giraud vous en parlera quelques instants après moi. Je remercie Karine Giraud du campus de Lyon, Ophélie Ledoux du campus de Paris, Klim Papos de Toulouse et Ewen Lemoine du campus de Rennes pour leur travail accompli dans le cadre de l'organisation de cette manifestation. Merci aussi à notre service de communication qui a fait un super boulot. Bien sûr, un grand merci à notre chef d'orchestre Patrick Girard, votre prof de géopolitique qui animera les débats de ce soir et de demain. Je salue également des étudiants de l'ILERI qui, je le sais, dont certains d'entre eux vont participer à cette conférence ce soir, tout au moins en visio. Je n'oublie pas non plus certaines personnes extérieures qui se sont connectées. Ma chère Victoria, tu as une vie professionnelle hors du commun. Titulaire de 2 doctorats, tu étais encore à Kaboul le 21 août dernier pour prendre un des derniers avions avant l'arrivée des talibans. Vice-président de l'Université américaine de Kaboul, tu avais à gérer des centaines de jeunes, aujourd'hui dispersés dans de nombreux pays, mais je sais que tu continues à garder le contact avec un grand nombre d'entre eux, tu vas nous l'expliquer. Mais, Madame la colonelle, puis-je dire que l'Afghanistan n'est qu'une partie de ta vie qui fait suite à d'autres expériences en Irak, en Bosnie, au Yémen, en Somalie, au Liban, en Turquie, en Colombie, au Costa Rica et ailleurs, bref, dans des pays pas simples, hein, on est d'accord. Je n'ai pas sorti tous mes papiers, donc. Ton expérience, riche et diverse, ne peuvent que nous enrichir, nous qui vivons dans un monde complexe où la géopolitique évolue en permanence, et je crains que nous n'en soyons pas toujours conscients. Oui, le monde de demain est difficile à appréhender, et c'est dans la vocation de l'école 3A de permettre à ses étudiantes et étudiants d'élargir leurs connaissances sur le monde d'hier et d'aujourd'hui pour mieux préparer le monde de demain. Mon cher Luc, bon, nous, on se connaît depuis longtemps. Je crois pouvoir dire également que tu connais l'école 3A depuis longtemps et que tu apprécies hautement ses étudiants. Et depuis cette année, tu connais aussi les étudiants de l'ILERI, puisqu'ils nous ont rejoints dans un stage que tu organises chaque année depuis 15 ans pour nos étudiants. Alors, un stage qui, je sais qu'il y en a certains qui l'ont réalisé. Il y en a même une jeune femme qui montrait encore les marques qui lui restaient du mois d'octobre dernier à Champs-Rousse. C'est ce stage qui a pour thème « Déplacement des personnes dans les zones à risque ». Tu es le cofondateur de la société Galis, mais tu as surtout effectué toute ta carrière, principalement à la DGSE. On vous dira ce que c'est si vous ne savez pas ce que c'est les services secrets. Okay. Et comme tu me le rappelles, souvent, tu es allé un peu partout. En Afrique, bien sûr, beaucoup. Au Moyen-Orient et beaucoup ailleurs. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que dans les années 2000, tu as été infiltré par les services en Afghanistan pour travailler avec les hommes du commandant Massoud qui venaient d'être tués. Et c'est de ces expériences à Victoria, à Luc, dont nous allons parler ce soir, les détails de leur vie. Parce que les cours de géopolitique, vous les avez grâce à Patrick et à d'autres personnes, mais là, c'est des détails de vie. Alors, je voudrais vous prévenir, compte tenu de leur métier, vous comprendrez parfaitement qu'ils ont une obligation et un devoir de réserve. Donc, ils ne peuvent pas forcément répondre à toutes vos questions, ça vous le comprenez.
j'en suis persuadé. Je laisse, alors merci Luc, merci Victoria. Je passe la parole à Karine pour qu'elle nous parle de la masterclass de demain. En effet, cette conférence de ce soir, c'est l'ouverture de la masterclass qui aura lieu demain. Ce soir, c'est ouvert au grand public, mais demain, ce sera réservé uniquement aux étudiants de deuxième année de l'école 3A sur ces 4 campus. Parce que quand je prends la parole ce soir, je prends la parole pour les 4 campus. Alors, attendez, il faut que je change de slide, vous allez voir. Hop, voilà. Quand je prends la parole ce soir, je prends la parole pour les 4 campus 3A de France. Je prends la parole pour tous les directeurs qui sont ici, qui sont connectés. On leur fait un coucou, qui ne pouvaient pas être là ce soir, mais qui sont connectés. Sont connectés également les étudiants 3A des campus de Paris, de Toulouse et de Rennes. Voilà, ainsi que des personnes en dehors de l'école qui se sont intéressées au sujet. Donc ce soir, c'est la conférence d'ouverture ouverte à tous. Et demain, c'est une journée réservée aux deuxième année au MSC2, un bac plus 5 de tous les campus 3A sur toutes les villes. Et nous traiterons de ce sujet plus en profondeur avec 12 intervenants qui sont peut-être d'ailleurs connectés aussi ce soir, 12 intervenants du monde de l'humanitaire, du monde du journalisme, du monde militaire, etc. L'idée, c'est de traiter le sujet de la sûreté et sécurité des actions humanitaires avant, pendant et après l'action humanitaire, et ce sous différents angles, l'angle de la protection physique des personnes, l'angle de la préparation et de la protection psychologique des personnes. On aura également la cybersécurité, hein, puisqu'on parle de sûreté-sécurité, c'est aussi la question cyber, etc., etc., etc. On aura différents intervenants demain. Donc, par contre, uniquement réservé à nos 5e années 3A. Voilà, je vous ai présenté le contexte. Je suis ravie de cette conférence dont 3A peut être fière. Et je vais laisser la parole à notre animateur, Patrick Girard, pour animer cette soirée. Merci à tous. Bonsoir à tous. Merci, Karine. Avant de démarrer, effectivement, je voulais remercier aussi évidemment Karine. Je voulais faire un petit salut aux directrices et directeurs des autres 3A, Ophélie, Kim, qu'on a eu le plaisir aussi d'avoir comme étudiante à Lyon, donc on se connaît un petit peu, Owen, et puis bien sûr, je salue aussi Aurélie qui m'a confié cette lourde mission, qui m'a occupé quelques jours et quelques semaines avec nos 2 experts et puis toute l'équipe de 3A. Et puis, bien évidemment, merci à Jacques de me faire confiance pour cette soirée et pour la masterclass de demain. Je voulais aussi saluer, on ne vous a pas salué tous dans l'amphi, mais vous êtes une bonne centaine, peut-être même 200 dans cet amphi. Autant vous dire que ça nous fait, nous, très plaisir d'avoir autant de personnes dans un amphi en présentiel, masqués. Alors, nous, on a enlevé nos masques de manière très sécurisée, ne vous inquiétez pas, puisqu'on a fait attention, on a fait tout ce qu'il fallait pour le faire et on est à bonne distance. En tout cas, quel plaisir de voir un public. Alors, on va vous faire témoigner, vous allez nous raconter plein de choses. On va parler de ce monde qui bouge, de ce monde qui est évidemment très dangereux, qui est très conflictuel. Jacques a rappelé qu'on donnait beaucoup de cours de géopolitique, que ce soit à 3A ou que ce soit à l'ILERI. Donc les étudiants, les apprenants ont l'habitude d'analyser les conflits. Vous les avez vécus. Vous êtes allés sur place, sur le terrain, avec certainement des yeux, des témoignages, des expériences qui sont complètement différentes forcément des nôtres, mais aussi complètement différente de ce qu'on peut en connaître dans les médias. Médias qu'on connaît tous bien. Victoria, vous avez été journaliste aussi. On sait que dans la maison, il y a une école de journalistes. Et c'est vrai que là aussi, on peut parler peut-être d'une certaine représentation. Donc, on va parler d'interculturalité. On va parler de comment est-ce qu'on se prépare pour aller travailler sur une zone qui peut être conflictuelle. Comment on réagit, comment on travaille lorsque le conflit arrive, lorsqu'une situation extrêmement difficile, stressante arrive, et je sais que Luc prépare les uns et les autres à se préparer à ce genre de traumatisme, et puis comment on fait pour revenir après, comment est-ce qu'on fait pour vivre après avec un traumatisme qu'on va accepter plus ou moins.
Alors, ce monde-là, et je pense que l'école 3A est bien placée pour montrer qu'on a envie de le changer, qu'on a envie aussi de mieux le comprendre, mais il change aussi sous nos yeux. On va beaucoup parler d'Afghanistan, parce que c'est aussi un point qui vous relie tous les deux, mais pas que. Je pense qu'il y a plein d'autres pays, plein d'autres zones qui vous relient, mais on voit qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment, notamment en Europe, pas si loin de chez nous. Hein. L'Ukraine bruisse de conflits. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Hein, et je crois qu'aujourd'hui, on est aussi sur un anniversaire tragique de la chute de Srebrenica en ex-Yougoslavie, dont on nous a reparlé ce matin dans les médias. Alors, la première question que je voulais vous poser, peut-être, on va peut-être commencer par Luc, et qui permettra peut-être aussi à Luc de mieux se présenter un peu plus longuement que Jacques l'a fait très gentiment, de montrer un petit peu quelles ont été vos motivations pour vos premiers, deuxième, troisième métiers. Expliquez-nous un petit peu cette notion d'engagement, de motivation qui vous a amené à choisir un métier de risque et un métier qui prépare les autres au risque. Alors, je crois qu'il faut bien se rapprocher, à moins qu'il soit sur mute. Hein, vous m'entendez? C'est parfait. Si vous m'entendez, levez le bras. Non, je suis plaisante. Donc, je suis Luc Véraud. Je suis un ancien des services. J'ai fait à peu près 20 ans comme militaire au sein du service action de la DGSE en tant qu'opérationnel. À l'issue de quoi, je me suis reconverti dans la sécurité encore, la sécurité générale. J'étais généraliste en sécurité et sûreté. Je travaillais notamment au Nigeria sur des plateformes de forage pour la sécurité des expatriés. Ensuite, en 2007, j'ai participé à la création d'une société de sécurité privée qui s'appelle Galis, société qui accompagne les entreprises à l'étranger, dans les zones à risque, qui conseille, qui fait de la formation aussi. Et c'est dans ce cadre que j'ai découvert 3A, il y a plus de 10 ans, avec un grand plaisir. Et c'est toujours un grand plaisir de vous revoir, les 3Aiens, et maintenant Hilary aussi, qui fait partie des formations que j'organise. Alors, la sécurité des expatriés, pour moi, c'est très important. C'est très important parce que je crois que le monde est beau, et alors je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais le monde est beau et ça vaut le coup d'aller le voir, même s'il est dangereux. Je crois qu'on a tous une idée de ce qu'est la sécurité. On a des stéréotypes, on a des idées reçues sur la sécurité. Et ça, il faut le casser pour faire de la bonne sécurité. Et je pratique la sécurité depuis maintenant longtemps, que ce soit dans l'institution ou dans le domaine privé. Et je pense à mes camarades militaires qui travaillent dans l'ombre, qui quelquefois vont jusqu'au péril de leur vie pour assurer notre sécurité de Français, d'hommes libres. Et je voulais le partager avec vous ce soir, pour que vous sachiez que ça existe aussi. Il y a des gens qui font beaucoup de choses pour qu'on puisse aussi avancer et qui sont très peu connus. Voilà. Merci. Qu'est-ce qui a fait que, avant que peut-être Victoria prenne la parole, qu'est-ce qui a fait qu'on devient un acteur justement de l'action? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré à la DGSE? C'est quoi le moteur? Le moteur, personnellement, c'est quand même un peu familial puisque mon père faisait le même métier que moi. C'est pas très enrichissant, quoique. Mais en même temps, c'est parce que c'est le souci d'aider les autres. Mais au-delà de ça, c'est de croire en son pays. Je suis patriote et je veux servir la France, tout simplement. Donc, sauver des gens. Merci. C'est une bonne transition, Victoria, puisque vous aussi, il y a plein de points communs avec ce que Luc vient de nous dire. Femme d'action, forcément, d'analyse, une volonté, je crois aussi, de s'intéresser forcément aux autres, de travailler aussi d'une manière patriote. Alors, vous allez nous expliquer, peut-être pas pour la France, parce que vous avez un parcours qui est différent, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, vous êtes vice-présidente de l'université américaine en Afghanistan. Donc, est-ce que vous pouvez là aussi peut-être vous présenter avec
comme cadre d'analyse, justement, cette notion d'engagement et d'aller à l'international. Finalement, pourquoi ce choix? D'accord. Bonsoir à tous et merci d'être ici. Merci de votre invitation. Je dirais que pour moi, la motivation essentielle est partie d'une expérience en France. Moi aussi, je voulais servir mon pays. Et puis finalement, ça n'a pas été nécessairement possible parce qu'à l'époque, j'étais dans un lycée militaire. Les choses disons que le futur des femmes dans l'armée était un petit peu moins égalitaire qu'aujourd'hui. Donc, je viens d'une génération assez passée quand même. Et donc, je me suis dit, voilà, si je ne peux pas faire ma vie ou donner ma vie professionnelle au service de la France, je vais le faire au service du monde. Et donc, je me suis expatriée très vite. J'ai fait mes études, j'ai fait sciences politiques en Angleterre, après doctorat, master, post-doctorat dans différents pays du monde. Et puis, plus je voyageais et plus je me disais, mais oui, il est fantastique ce monde. Non seulement ça, non seulement le monde est beau, mais en plus, on est tous pareils. Que l'on soit dans les campagnes de Bosnie ou dans les campagnes du Massachusetts, que l'on vote Trump ou que l'on vote, je ne sais pas, quelqu'un d'autre, finalement, on a tous besoin d'un toit sur la tête, on veut tous un emploi, et puis, comment dire, on a tous envie d'avoir notre place dans le monde. Et c'est vraiment cette connexion globale qui m'a amenée à continuer mon parcours dans différents pays, sous différentes casquettes. En tant qu'universitaire, j'ai commencé à l'université américaine de Beyrouth. J'ai vraiment découvert ce qu'on appelle les arts libéraux, qui est un cursus, américain, qui, dans le respect et dans la promulgation des valeurs démocratiques et des valeurs d'engagement global, de la pensée critique, que l'on n'avait pas nécessairement à mon époque lorsque j'étais étudiante en France. Alors maintenant, je sais que vous l'avez tous, mais à mon époque, encore une fois de plus, la pensée critique, c'était pas nécessairement dans notre cursus universitaire. Donc, j'ai découvert ce monde et puis j'ai continué à l'aimer, j'ai continué à être engagée dans les arts libéraux, dans différentes universités américaines dans le monde, en Irak et puis maintenant en Afghanistan. Et donc ça, c'était le cursus universitaire. Après, j'ai aussi, pour payer mes études, j'ai fait du journalisme en Irak, donc en 2003. Après la chute de Saddam Hussein, j'ai fait des piges à droite à gauche. Alors ça m'a donné une autre vision aussi. Et puis j'ai fait des consultances parce qu'une fois de plus, quand on commence en tant qu'universitaire, on ne gagne pas nécessairement bien sa vie. Donc j'ai fait du consulting avec USAID, donc le service d'aide au développement américain. Et puis petit à petit, j'ai vu les conflits, et spécifiquement le conflit irakien, sous la casquette USAID, sous la casquette de journaliste et puis d'universitaire. Donc là, toutes ces différentes visions m'ont amené quelque part à la situation d'aujourd'hui et quelque part en matière de sûreté et de sécurité, ça m'a amené à voir les choses de façon beaucoup plus globale et holistique qui m'ont permis en août dernier de faire face. Voilà. Alors, ne serait-ce qu'en 10 minutes, déjà, je pense que ça vous a fait plutôt envie. En tout cas, j'ai plein de questions à vous poser. Juste une petite parenthèse. Vous pouvez donc à distance commenter, poser vos questions sur le chat de Zoom. N'hésitez pas. Lucie, qui est aussi modératrice et à la manœuvre avec moi, va pouvoir se faire l'écho de vos questions. Et ensuite, j'espère qu'on aura un petit peu de temps pour laisser quelques questions dans la salle, puisque vous êtes quand même ici aussi pour ça, pour les questionner. Mais vous nous avez déjà dit beaucoup de choses et on a tout un imaginaire là, qui s'est mis en route. Même si, Luc, on n'a pas encore parlé, mais on va parler d'Afghanistan, on va parler de cette année incroyable de 2001 avec Massoud et tout ce qui s'est passé. Vous venez de nous dire qu'effectivement, vous avez vécu ce qui s'est passé à Kaboul il y a quelques mois simplement. Donc, c'est vrai que vous avez plein de choses pour le témoignage. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez simplement, Victoria, peut-être nous expliquer comment fonctionne ce réseau d'universités américaines? Parce que vous avez dit que vous étiez en poste à Kaboul, mais avant, vous étiez en Irak. Comment ça se structure une université américaine dans des pays étrangers, notamment des pays au Moyen-Orient?
En fait, elles sont toutes structurées un petit peu de la même façon. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ont les mêmes, les mêmes propriétaires. Parfois, c'est l'État américain qui finance. Parfois, ce sont des mécènes. Et en fait, c'est toujours établi sur le même modèle de la promotion des arts libéraux, qui en fait établit un système de société basé sur les valeurs de la Déclaration des droits de l'homme, des droits humains universels de 1948, et sur toute cette philosophie quelque part de libéralisme économique aussi d'après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en ce moment, alors nous sommes, disons que beaucoup d'universités américaines ne sont pas nécessairement connectées. En revanche, notre université vient de se joindre à ce qu'on appelle le Open Society University Network, qui est le network d'universités établi et financé par George Soros dans le monde. La maison mère, le mothership, on dit, c'est Bard College aux États-Unis. Et maintenant, ça se réplique partout dans le monde et dans des sociétés qui combattent le totalitarisme. Et ça, c'est très important parce que parfois, nos collègues, je ne sais pas, par exemple en Russie, viennent de se faire, interdire d'action. L'université Central European University en Hongrie a été mise dehors par Viktor Orban. Donc maintenant, ils sont en exil. Et donc, dans ce système, dans ce network OSUN, nous sommes 3 universités aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en exil. Donc, il y a nous, qui sommes en exil un peu partout dans le monde. Il y a l'Université européenne des humanités qui était en Biélorussie, maintenant qui se retrouve en Lituanie. Et puis, les Hongrois se retrouvent maintenant à Vienne. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bon, donc, c'est un bon panorama. Continuons sur cette thématique, si vous voulez bien. Peut-être nous présenter du coup l'université américaine en Afghanistan, à Kaboul. Parce que ça aussi, on est dans une université à Lyon, à Rennes, à Paris et à Toulouse. On a la chance d'avoir un très beau campus, des belles installations, une belle logistique, des chouettes équipes intervenantes, des étudiants qui ont l'air d'être plutôt, en tout cas, heureux d'être là. Vous avez beaucoup parlé de libéralisme, j'y reviendrai juste après, de droits de l'homme aussi. Donc là, il y a des valeurs qui sont présentées. Mais c'est qu'on a peut-être un petit peu du mal, nous, en France, en Europe, à se projeter sur le fait que des universités étrangères, notamment américaines, puissent justement proposer des programmes à des Afghans ou à des Irakiens ou à d'autres personnes. Quel type d'étudiants vous aviez? Je le mets au passé, puisque l'université est fermée maintenant. Et combien il y avait de personnes qui étaient inscrites à vos cours? Et puis, du coup, je sais que vous allez aussi nous parler qu'il y a encore des étudiants qui suivent les cours en ligne, parce que même si l'université est fermée, même si l'Afghanistan est tombé de nouveau aux mains des talibans, vous continuez à œuvrer dans l'éducation supérieure avec des étudiants qui restent connectés. Est-ce que vous pouvez nous faire déjà un petit topo sur qui était inscrit et surtout garçons et femmes, parce que ça, je pense qu'on va aussi beaucoup parler de l'éducation des femmes dans les pays que vous avez traversés. Absolument. Alors, donc, nous avions, avant la chute de Kaboul, 950 étudiants de toutes les parties de l'Afghanistan. Alors, quelle sorte d'étudiants on avait? Donc, ils venaient de tous secteurs socio-économiques confondus, entre 40% à peu près de femmes. Et c'était surtout des étudiants super courageux. Parfois, ils ne disaient pas qu'ils étudiaient chez nous. Donc, ils racontaient dans leur village qu'ils étaient à l'université de Kaboul, etc. Parce que quand on choisit d'étudier ces valeurs, alors pas seulement le libéralisme, etc., ou les droits humains, mais surtout le genre et l'histoire de l'Afghanistan, sachant que l'Afghanistan est un pays fondamentalement soufi, et que sur nos murs, les murs de notre campus qui a été annexé par les talibans, soi-disant, ils le gardent au chaud pour nous en ce moment, il y avait 150 miniatures de l'école la grande école d'art de Hérat du XVe siècle, des miniatures où on voyait les rois de Hérat de l'époque buvant du vin et consommant du hashish. Donc voilà, donc ça c'est la culture afghane. Ce n'est pas l'Arabie saoudite d'aujourd'hui avec la burqa, etc. Ça n'a absolument rien à voir. Donc fatalement, d'avoir ça sur nos murs et d'avoir des étudiants qui viennent, qui font le choix de venir étudier chez nous,
Je vous dis, ce sont des étudiants incroyablement courageux qui croient à un futur différent pour leur pays et qui croient surtout, qui veulent réapproprier la culture afghane qui a été perdue dans les années 70 par l'avènement donc de l'islam politique. Et puis en parlant de sûreté et de sécurité, eh bien nous avions, alors la différence par rapport à ici, nous dépensions $500 000 de sécurité par mois. Donc on avait des murs, on avait des sas de sécurité, des chiens qui sentaient tout le monde à l'entrée. On avait des miradors avec des Gourkhas népalais qui faisaient les 3-8 pour tirer à vue n'importe quel intrus qui rentrerait dans le périmètre. Et puis, donc, vraiment, pour enseigner le genre, on avait une armée présente sur le campus en permanence de 150 Gourkhas népalais. Voilà, on appelait ça le life support parce qu'en 2016, on a été attaqué. On a perdu 15 étudiants et professeurs, dont le professeur de droit islamique, ce qui est un peu idiot parce qu'ils se tuent entre eux. Voilà. Donc l'attaque avait lieu directement sur le campus? Oui, donc ils sont rentrés, ils ont fermé. Et puis là, ils ont fait un carnage pendant toute une nuit. Ça a mis 8 heures pour les déloger. On a perdu 15 personnes et on en a eu 200 de blessés. Ils tiraient sur les blessés. On a eu une étudiante qui s'est fait tirer dans les jambes plusieurs fois. Enfin, mon assistante a sauté du premier étage. Elle a passé toute la nuit par terre, sur le trottoir avec un dos complètement cassé. J'ai un professeur, un collègue qui s'est pris une grenade dans la classe. Enfin, et les étudiants, d'ailleurs, ce sont eux qui lui ont dit « Ok, mettez-vous sur la paroi de la fenêtre, comme ça, vous serez moins impactés. » Voilà, ce sont les étudiants eux-mêmes qui connaissaient cette réalité au jour le jour, qui ont sauvé leur professeur cette nuit-là. Voilà. D'accord. On a parlé sécurité, on a entendu, peut-être que ça réagit sur Zoom aussi, mais dans l'amphi, on a entendu un petit bruissement quand vous avez donné le budget de la sécurité mensuelle, $500 000 mensuels pour la sécurité des étudiants, des apprenants, des salariés de ce campus. On va en parler après, mais avec une efficacité au mois d'août proche de 0. Luc, du coup, on parle budget, on parle sécurité, on parle de personnes qui sont justement des experts de la sécurité. Est-ce que, soit vous, soit Galis, soit dans votre entourage, vous avez des personnes qui justement viennent travailler pour sécuriser des universités ou des entreprises, ça vous nous l'avez dit, en Afghanistan ou ailleurs? Alors oui, Galis, c'est une société de sécurité privée française qui a vocation à aller travailler à l'étranger, d'accompagner donc les universités, on ne l'a pas fait, mais des industriels, notamment en Irak. En Afghanistan, on n'y a pas été, mais on était très présent en Irak et dans d'autres pays en guerre. Effectivement, c'est un business, c'est quelque chose qui n'est pas très culturel en France, qui nous vient du monde anglo-saxon, mais on a un vrai savoir-faire français, donc je le défends ce soir avec la société Galis. Voilà. Alors justement, vu qu'on est sur cette thématique-là, c'est quoi le savoir-faire français en matière de sécurité extérieure? Pourquoi est-ce qu'on ferait confiance avec une entreprise privée française plutôt que russe, américaine, canadienne ou autre pays? Je pense que ce qui nous différencie, c'est l'interculturalité. Moi, par exemple, pour parler de l'Afghanistan et revenir sur ce sujet-là, l'Afghanistan, j'étais infiltré en 2001. J'ai vécu plusieurs mois avec les guerriers du commandant Massoud. Je vivais comme eux, je mangeais comme eux, je partageais leur quotidien. On a cette expérience-là dans le monde de la sécurité en France. Les Français ont fait ça. On se met vraiment à la portée des gens dans le pays où on est. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne pense pas que ça soit le cas de tous les pays. Voilà. Notre différence, elle est là. La French touch, elle est là. Donc, ça veut dire expérience terrain antérieure, oui. Donc connaissance du terrain, connaissance des cultures, de l'interculturalité. Oui, c'est important. C'est la première des sécurités. C'est savoir où on va, avec qui on va partager notre vie. C'est la première des sécurités. Où est-ce qu'on met les pieds? Dans le séminaire 3A, c'est ce que je dis toujours. C'est la première des choses, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Vous avez parlé d'infiltration, forcément, ça gratouille ma curiosité.
Je sais qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas le droit de nous dire. Je sais que Victoria aussi a été un peu infiltrée, en tout cas grimée. J'imagine que quand on vit à l'étranger et quand on vit dans des villes ou des villages ou des secteurs qui sont très dangereux ou qu'on vit une situation extrêmement conflictuelle parce que coup d'État, guerre civile ou je ne sais quoi, on est obligé justement de s'infiltrer, de se déguiser, de se grimer, de se camoufler. C'est quoi votre expérience par rapport à cette thématique-là? Oui, c'est quelque chose que, si vous voulez, au sein des services, on apprend à faire. Hein. On a vraiment des formations particulières. Et donc, on s'infiltre on travaille souvent sous fausse identité, avec une légende pour notre propre sécurité. Et l'infiltration, alors, c'est très délicat parce que c'est varié. Là, en l'occurrence, en Afghanistan, on était au sein des guerriers, des moudjahidines de Massoud. Donc, on était avec comment dirais-je, une légende, je ne vais pas vous la donner, mais on avait une légende pour l'infiltration et ensuite on était avec eux. On vivait comme eux, on était habillés comme eux. Notre souci, c'était de ne pas rencontrer justement de journalistes. Et parce qu'on était, vous savez, on peut tout changer dans l'habillement, sauf une chose, en Afghanistan, ce sont les chaussures. On n'est pas aussi rustique qu'eux, on n'est pas du pays. Et de mettre des bottes en caoutchouc, quand il fait très froid, on n'y arrive pas, nous les Européens. Donc les journalistes nous reconnaissaient à nos chaussures. Je parle en 2001. Voilà pour l'anecdote. Ok, je crois que Victoria, vous avez une anecdote avec une chaussure ou des chaussures, parce que normalement vous aviez une paire. Là aussi, ça vous a joué un mauvais tour, je crois. Oui, moi c'était au Pakistan, donc j'essayais de semer les services secrets pakistanais. Et donc, parce que j'allais justement interviewer des talibans à l'époque, c'était en tant qu'universitaire, c'était mon job. Et donc, j'enseignais à l'université de Karachi, puis j'avais quelqu'un qui était assez pro-taliban, qui venait du département de philosophie, donc il m'avait dit « t'inquiète pas », etc. Donc, je suis allée dans les toilettes et il m'avait donné tout l'attirail. Je suis ressortie en niqab, la totale, puis avec la robe longue, etc. Sauf que j'avais oublié de mettre les chaussettes, même à 40 degrés, 40-45 degrés, il faut mettre quand même des collants, quoi. Et du coup, je me suis fait direct en sortant des toilettes, il y a une étrangère. Et voilà. Donc, ce sont des petits détails, mais d'infiltration qui coûtent beaucoup. En revanche, lorsque je me suis infiltrée la dernière fois dans Fallujah, c'était en 2013, pour écrire sur les exactions des droits humains du président Maliki à l'époque contre les populations sunnites de la région de l'Anbar. Et là, j'ai pu traverser tout l'Irak sur des routes annexes en niqab. Et là, ça m'a servi extrêmement bien. Donc, voilà. Et sachant que tous ces mouvements sociaux sunnites qui n'ont pas été justement, à qui personne n'a donné voix au chapitre à l'époque, même dans les médias internationaux, eh bien évidemment, ils ont été récupérés par le groupe État islamique parce que personne ne les écoutait. Donc voilà, c'est quand même hyper important de parler d'exactions contre les droits humains quand on peut. Oui. Exactement. Merci. Luc, vous avez parlé un petit peu de légende. On va rester un petit peu sur cette thématique-là. Tout le monde n'est peut-être pas forcément complètement au courant de ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer un petit peu c'est quoi une légende dans le vocabulaire des services secrets? Alors, oui, une légende, en fait, le vrai mot, c'est on travaille avec des prétextes, voilà, de déplacement, etc. On a toujours un prétexte, on prévoit toujours ça à l'avance. Et on a des couvertures. Une couverture, ça peut être n'importe quoi. Je peux être demain, si vous voulez, ingénieur dans le pétrole, par exemple. C'est ma couverture pour me rendre, par exemple, au Nigeria. Je vous dis n'importe quoi, mais c'est vraiment ça. Par rapport à un contexte, on va utiliser une couverture qui est possible. D'accord ? Alors, du coup, quand on est universitaire, est-ce qu'on n'est pas accusé éventuellement par les autorités locales ou par des opposants, ou par, alors vous avez parlé effectivement d'islamistes tout à l'heure, mais est-ce qu'on ne peut pas être accusé d'être infiltré plutôt que d'être un chercheur, un ingénieur et un professeur? Est-ce que vous avez été confronté à ça?
de cette méfiance? Le mot est faible. Bah, tout le temps, Absolument tout le temps, et même dans le monde universitaire lui-même. On s'accuse entre collègues, etc. Enfin, moi, je le fais pas parce que c'est vraiment. Mais évidemment, ce poids est toujours là. Et je dirais que même si on dit qu'on travaille pour soi et qu'on travaille vraiment pour sa discipline, ben, on sera quand même soupçonné. Donc à la fin, on s'en fiche et puis on continue, quoi. Ok. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas, en tout cas pour vous, il n'y a pas d'autocensure, il n'y a pas de. On fait attention à ce qu'on dit avec des collègues ou des personnes qui travaillent avec nous, ou il y a quand même cette méfiance en disant je ne sais pas exactement à qui je m'adresse? Alors, quand on est dans une démarche scientifique et aussi de plaidoyer, advocacy en anglais, on ne fait pas attention parce qu'on reste toujours dans cette démarche. En revanche, ça dépend à qui on parle. Je dirais que nous, vu que vous êtes dans le futur métier de l'humanitaire, alors on parle des valeurs humanitaires. Pourtant, je l'enseigne, mais là, on a l'humanité, la neutralité, etc., les 4 valeurs, l'indépendance, tout ça. Finalement, on fait plus attention de ne pas parler en mal du bailleur de fonds que quelque part de parler d'autre chose. Je pense que ça, c'est vraiment la réalité du monde humanitaire aussi, quoi. Ok, merci. On reste, peut-être on reste avec vous, oui. Victoria, si vous êtes d'accord. Tout à l'heure, vous nous avez parlé, on a commencé à parler d'engagement, vous nous avez parlé un petit peu de votre engagement à vous, votre expérience, et vous nous avez dit, voilà, en tant que femme, au début, ce n'était pas forcément facile. Peut-être que c'était il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, et que finalement, vous avez été aussi un petit peu empêchée de faire ce que vous vouliez en France, du fait que vous étiez femme. Est-ce que vous avez noté dans les pays dans lesquels vous avez travaillé une évolution justement de la position de la femme, de l'engagement des femmes sur toutes les thématiques qui vous entourent? Alors que ça peut être les droits humains, ça peut être la gestion de la paix ou autre chose. Est-ce que vous avez senti cette évolution entre les années 90 et 2000 et jusqu'à maintenant? Oui, je dirais que les femmes dans les pays dans lesquels j'ai travaillé, donc que ce soit l'Irak ou l'Afghanistan, sont extrêmement engagées. Et je dirais beaucoup plus qu'elles ne pourraient l'être en Europe. Elles n'ont pas peur de dire qu'elles sont féministes parce qu'elles savent que quelque part, elles n'ont absolument rien à perdre vu qu'elles n'ont déjà rien. Alors, les différentes d'activisme vont se noter de pays à pays. Par exemple, en Arabie Saoudite, les femmes étaient très actives derrière leurs ordinateurs en tant que hackers pendant le printemps arabe. En revanche, en Afghanistan, il faut savoir que dès les années 80, il y avait le mouvement révolutionnaire des femmes afghanes, Rawa, dont la leader était Mina, je ne sais plus son nom de famille. Et en fait, elle se battait contre les moudjahidines et contre les communistes. Et d'ailleurs, c'est dans sa biographie, son autobiographie, elle explique bien que Massoud, à l'époque, le commandant Massoud, a commencé à l'université de Kaboul. Il était pote avec Matyar, il était pote avec tous les gens qui sont passés chez les talibans depuis. Enfin bon, donc voilà, c'est quelque part dans une société patriarcale, quand on est un homme, on a peut-être des valeurs qui vont, des valeurs qui vont peut-être se différencier les unes des autres, mais on reste tout de même d'un certain côté, du côté du patriarcat, même si on est le commandant Massoud. Et donc, entre les années 80, le mouvement Rawa et aujourd'hui, les femmes continuent de manifester dans Kaboul, les étudiantes continuent d'étudier. On est la seule université qui continue d'enseigner aux femmes afghanes aujourd'hui. Et là, la semaine dernière, on vient de prendre une nouvelle cohorte de 70 étudiants. 65% sont des femmes. Donc, elles continuent, elles n'en démordent pas. Et sur l'Afghanistan. Sur l'Afghanistan, voilà. Et alors, pour la petite histoire, toutes les femmes, toutes, pas une, toutes celles qu'on a évacuées, dès qu'elles sont arrivées en Irak, au Kyrgyzstan, aux États-Unis, elles ont toutes enlevé leur voile. Parce qu'elles savent que quelque part, elles se sont tellement battues pour avoir leur liberté que si elles peuvent ne pas le mettre, mais alors elles ne le mettront jamais, quoi. Quand vous dites qu'elles se sont battues, alors il y a eu ces 20 ans entre la chute des talibans version numéro 1
Et du coup, Luc a connu évidemment cette période-là, il vient de nous le dire et tu pourras retémoigner là-dessus. Donc en 20 ans, il y a eu justement cette progression extraordinaire en Afghanistan. On sait que le statut de la femme et de l'éducation en Afghanistan, c'est à la fois un tabou et c'est une vieille histoire. Hein. Depuis le 18e, 19e siècle, ça a même valu, je crois, un coup d'État et une révolution en Afghanistan au 19e à cause de l'accès aux femmes en éducation. Et là, est-ce qu'il y avait une parenthèse dorée pendant ces 20 ans entre les deux périodes talibanes, ou est-ce que là aussi, c'est un cliché qu'on peut avoir, nous, en Occident, de se dire ça allait bien mieux pour elle? Oui, c'était quelque part un cliché parce que dès le XVe siècle, les hommes et les femmes étudiaient ensemble, comment dire, au royaume de Hérat. Donc, il y a des miniatures qui montrent des hommes et des femmes dans des cours de mosquée étudiant ensemble, hein, toujours des mosquées soufis. Donc, voilà, depuis le XVe siècle, ils étudiaient ensemble. Je dirais que les exceptions que l'on voit, les exceptions talibanes, les exceptions, venant du Pakistan, ce sont plus des exceptions à cette culture afghane qui est vraiment une culture de diversité et d'inclusion. Il faut savoir que, toujours au XVe siècle, les pièces de Sophocle étaient jouées dans différentes parties d'Afghanistan. Donc, toute cette culture gréco-bactrienne était célébrée. Alexandre le Grand est allé jusqu'en Afghanistan. Enfin, il y a une énorme tradition bouddhiste que l'on connaît très bien à cause justement de ce qui s'est passé avec les Bouddhas de Bamiyan. Il y avait aussi une grande communauté juive. Donc, l'Afghanistan, à la base, cette croisée des chemins de la route de la soie, c'était l'une des cultures les plus diverses et les plus riches au monde à l'époque. Voilà. Okay. Luc, à l'époque où toi tu étais en Afghanistan, donc c'était plutôt les années 2000, c'est ça, hein? 2001. Juste après l'assassinat de Massoud. Oui, juste après, ouais, c'est ça. Ouais. La situation de la femme, sur ce que tu as connu, donc j'imagine que tu étais au nord de l'Afghanistan. Alors, c'est un choc culturel hein, pour nous. Moi, j'ai découvert ça en Afghanistan. C'est la condition de la femme. Factuellement, je me suis retrouvé, par exemple, à un mariage, invité à un mariage, pour bien vous faire comprendre. Donc, j'étais ravi d'aller à un mariage, moi, européen. J'imaginais le mariage très festif, et il est festif, mais pas comme on l'imagine. Donc, je me suis retrouvé au mariage, et du côté des hommes, je n'ai jamais vu les femmes, ni la mariée. On a bu du thé, on a mangé, et c'est ça un mariage afghan. Les femmes étaient de leur côté, et les hommes étaient de leur côté. Une autre anecdote, on avait un traducteur avec nous. Ce traducteur avait plus de 30 ans. À part sa mère, il n'avait jamais vu de femme. Vous voyez, je ne juge pas, c'est factuel ce que je vous dis. C'est comme ça, quoi, là-bas. Vous prenez un magazine, une revue style Paris Match ou peu importe, où il y a des photos dessus, une femme dénudée. Là-bas, pour certaines personnes, dans les campagnes, c'est pas bien, c'est presque à caractère pornographique parce qu'on sort de la norme, quoi. Vous voyez, c'est important de le savoir, ça, et de respecter tout ça, de ne pas tout casser, quoi. Il faut aller doucement. Voilà. C'est aussi ça l'Afghanistan. En 2001, c'était comme ça. On pouvait discuter de certains sujets et d'autres étaient difficilement abordables. Et la condition de la femme, c'est vraiment quelque chose d'incroyable que j'ai rencontré là-bas. Oui, bien sûr, ça a toujours été controversé, absolument. Et d'ailleurs, la chute du roi Amanullah était aussi due à ça. Totalement d'accord. Je dirais que entre 2001 et maintenant, ça avait changé dans les villes, mais pas nécessairement comme tu l'as relevé dans les campagnes. Et je dirais que donc l'enjeu est vraiment, c'est aussi un enjeu social, je dirais, parce que plus on étudie, et plus on a accès à à cette culture différente qui là est la culture des grandes villes, et bien plus quelque part on ramène ce changement aussi dans les campagnes. Le plus grand problème qui a toujours été annexé à la condition de la femme, c'est que quelque part on jette le bébé avec l'eau du bain.
Donc, lorsque les soviétiques sont arrivés, ont imposé certaines règles dans les écoles, pas de voile islamique, etc., etc. Quelque part, les Afghans ont vu l'envahisseur et puis ils ont vu l'envahisseur, ils ont vu le féminisme avec l'envahisseur et donc ils ont rejeté les deux. Et là, juste avant la chute de Kaboul, qu'est-ce qui se passait? Dans les campagnes, on leur parlait de droits de l'homme et de féminisme, de droits humains, pardon, et de féminisme, mais en même temps, on leur jetait des bombes sur la tête. Il faut savoir qu'en 2018, l'OTAN, les forces de l'OTAN et du gouvernement afghan et les talibans se sont disputés le palmarès tout au long de l'année de celui qui faisait le plus de victimes civiles en Afghanistan. Donc, les premiers 6 mois, c'était l'OTAN. Les deuxièmes 6 mois, c'était les talibans. Donc, quelque part, quand on est victimisé à longueur de journée par un gouvernement soi-disant démocratique, eh ben, on rejette une fois de plus toutes ces valeurs d'emblée. Et donc, quelque part, une fois de plus, les femmes sont les victimes de ceci. Ouais. D'accord. Lucie, s'il y a des commentaires, il y a des questions, tu n'hésites pas à nous interrompre pour nous dire s'il y a des choses. Est-ce que c'est un acte de militantisme, de résistance, de révolte pour une femme d'aller étudier en 2021-2022? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie, au-delà de l'accès à l'éducation, mais est-ce que c'est aussi une position, un engagement politique au sens très noble du terme? Oui, totalement. Tout est politique. La façon dont elle va s'habiller, la façon, malheureusement, parce qu'on instrumentalise la femme aussi comme ça, même dans nos débats à nous. Donc, ce qu'elle va choisir d'étudier et la position qu'elle va chercher à avoir dans la société. Donc, c'est vraiment, et quelque part, c'est pour elle que tous nos professeurs ont continué d'enseigner en ligne, que nos professeurs afghans qui eux-mêmes étaient en processus d'évacuation et de relocalisation ont continué à enseigner sans salaire pendant quelques mois parce qu'on avait un problème logistique et ça, vous le comprendrez très bien. Ceux qui étudient aussi la finance dans le domaine humanitaire, on a ce qu'on appelle la compliance et donc on ne pouvait pas faire des virements à l'étranger parce qu'ils avaient un contrat local, etc. etc. Et donc, tout notre corps professoral a continué d'enseigner pour rien pendant des mois, justement pour ces femmes afghanes et pour les soutenir et pour soutenir leur engagement. J'imagine que de savoir qu'il y a à peu près 50%, c'est ça, de vos étudiants actuellement qui sont femmes, qui continuent de suivre les cours. Donc, c'est la moitié de la cohorte qui continue, là, au moment où on se parle, de suivre les cours. Oui, absolument. Ce qui est assez incroyable. Merci. Vous avez démarré tous les deux la conférence en nous disant tous les deux. Ah, il y a une remarque, il y a une question peut-être sur la thématique. Il y a une remarque sur la sécurité mondiale. Allez, on y va. Tout à l'heure. C'est un étudiant apparemment qui s'appelle Goneri, qui nous dit: question pour les intervenants, que pense-t-il de nous, étudiants de 3A et d'Hilary, de notre rôle dans la quête de sécurité mondiale? Ok. Alors, c'est très complémentaire avec la question que j'allais poser. Donc, ça va vous laisser 3 secondes de réflexion, puisque j'étais en train de vous dire, vous avez démarré la conférence en disant « le monde est beau ». Tous les deux, pratiquement. Du coup, c'est complémentaire. C'est vrai que le monde est beau, il mérite d'être vu, il mérite d'être connu. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, finalement, d'avoir cette vision très bienveillante, très optimiste, alors que nous, on est plutôt dans une figuration du monde relativement de sinistrose, gris et conflictuelle. Donc, du coup, par rapport à cette sécurité, par rapport à cette vision que nos étudiants peuvent avoir de comment changer ce monde ou comment essayer de l'améliorer, ça serait quoi votre réaction? Je crois que les 3Aïens, c'est un peu leur souhait, leur vœu, c'est leur futur, c'est ce qu'ils souhaitent, je crois. Hein. Et pour Hilary, c'est un peu pareil. Donc, vous avez des rêves, il faut les réaliser, c'est important. Et vous êtes les cadres des sociétés de demain ou dans l'administration, peu importe, vous aurez un rôle à jouer dans la sécurité et dans le monde de demain. Donc, c'est ça qui est important. Est-ce qu'en Irak, au Liban, en Afghanistan, les pays notamment où vous avez enseigné ou piloté des grosses universités, est-ce que c'est les mêmes motivations de vos étudiants et étudiantes de faire des réformes, de changer leur pays, changer le monde, ou est-ce qu'ils ont d'autres motivations? Disons que leur motivation principale, c'est d'être libre.
Et donc, c'est de pouvoir regarder ce qu'ils veulent, aller au cinéma, aller boire un café ensemble. Ce sont des petites choses toutes bêtes que nous, on a, qu'eux n'ont pas. Et donc, ils ont envie quelque part d'un futur différent pour eux qui leur permettra de se dépasser et de se réaliser en toute liberté. Il faut savoir que dans beaucoup de pays, par exemple dans l'université en Irak dans laquelle j'enseignais, ce sont les parents qui choisissent ce qu'ils vont enseigner. Donc, j'avais un étudiant, il voulait absolument faire du design d'intérieur et puis il s'est pris à la place la technologie de l'information et ça l'a complètement tué à l'intérieur. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour eux. Mais je voulais rebondir sur un autre point qui a été fait par rapport au rôle, à votre rôle dans la quête de sécurité mondiale. Surtout, ne vous déconnectez pas des populations que vous allez servir. Et ce qui est très important, c'est que dans ce secteur humanitaire dans lequel on évolue, eh bien, des discriminations et des inégalités, il y en a même dans la structure de nos propres organisations. Donc, vous allez voir que quand vous allez être déployé quelque part, eh bien, vous aurez des salaires 10 fois plus importants que vos collègues nationaux qui ont la même expérience, même souvent beaucoup plus d'expérience que vous. Moi, quand je suis arrivée en Bosnie, mon titre, c'était officier de démocratisation. Alors, j'étais obligée d'aller sur le site de l'OSCE pour voir ce que ça voulait dire parce que je n'avais aucune idée. Mais comme j'avais un passeport français, alors là, j'étais envoyée démocratiser la Bosnie. Et quelque part, c'est ma collègue locale, Ankitsa, je m'en souviendrai toujours. Je suis arrivée, je lui ai dit, c'est quoi mon job? C'est elle qui m'a tout dit et elle gagnait 500 € par mois. Et moi, je devais être à l'époque, je ne sais pas, un truc complètement aberrant par rapport à elle. Et donc, j'avais 23 ans, je faisais ça pour payer mes études. Donc, voilà l'aberration aussi de notre système humanitaire à nous. Et plus on est coupé des populations locales, plus ces populations vont nous rejeter. Et donc, tout cet enjeu sûreté et sécurité des missions humanitaires, il est là. Il est de ne jamais se déconnecter des gens que l'on sert. Et pour rebondir aussi sur la French Touch, c'est ce que l'on voit dans les compagnies de sécurité françaises qui font plus du low profile, qui travaillent avec la connaissance, non seulement la connaissance, mais l'appréciation et le respect des cultures locales pour évoluer avec eux. Sachant que beaucoup de compagnies étrangères ne traitent les locaux comme de potentiels ennemis, n'importe quels locaux. Sur les bases américaines dans lesquelles j'étais en Irak, on ne buvait même pas l'eau locale. L'eau, elle venait des États-Unis. C'est pour vous dire des packs d'eau qui venaient des États-Unis. Donc, ça veut bien dire qu'on est complètement coupé. Et je dirais que, quelque part, ce qui nous a... la raison pour laquelle on a perdu notre campus en 2 heures le 15 août dernier, avec 500 000 $ de sécurité par mois, c'était qu'on s'était tellement coupé de la population locale qu'on ne savait pas ce qui allait nous arriver et qu'on n'a pas pu réagir le jour J pour que cette population locale, quelque part, protège notre campus pour nous. Parce que c'était ça l'idée. L'idée, c'est qu'on était là au service du peuple afghan, mais on était tellement déconnectés qu'ils se sont dit, ils font partie, l'université américaine, c'est l'ambassade des États-Unis, c'est ça, et du coup, on peut les piller, il n'y a pas de problème. Et voilà, tout ça pour dire que votre rôle, il va être là de toujours être le connecteur et de travailler vraiment dans une perspective décoloniale et une perspective d'égalité. Et là, je viens de... Enfin, là, on est sans parachute, là. Donc, je vais vous dire, je viens de faire l'objet d'une enquête administrative à l'intérieur de mon université. Pourquoi ? Parce que j'ai osé, le 12 août, donc 3 jours avant la fin de la chute de Kaboul, j'ai osé recruter un professeur afghan au même salaire qu'un international. C'est un truc que mon président voulait faire
Et moi aussi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Décoloniser la paix. Donc, ça fait des années que j'y pense. Et ben, pour ça, je me suis pris une enquête administrative. Mais je ne le regrette pas. Donc voilà, faut oser, mais ce sera vous, les acteurs de ce changement. Parce que le changement vient d'une position, d'une position de privilège que vous avez, vous, parce que vous avez un passeport français ou pas, ou un passeport européen, etc. Mais donc, voilà où vous pouvez vraiment agir. Et la sécurité vient par l'inclusion, tout simplement. Luc, est-ce que tu souhaites peut-être compléter, parce que j'imagine que le travail et les relations avec les locaux, c'est extrêmement important. Est-ce que là aussi, il y a méfiance, éventuellement résistance, voire vous avez été considérés comme étant des ennemis par définition? Non, moi je suis entièrement d'accord avec ce que dit Victorien. Il faut aller au contact. Il faut du renseignement, il faut des retours, il faut se faire aimer aussi. Il faut connaître les gens, savoir. Le monde est riche de culture et peu importe le pays où vous allez, il faut apprendre à les connaître. Ça, c'est la vraie sécurité. Parce qu'à partir du moment où vous savez, vous pouvez vous adapter. La sécurité, c'est comme un curseur, si vous voulez, que vous augmentez ou vous diminuez. Vous ne pouvez pas faire un 100% de sécurité, ça n'existe pas, et vous enfermer en permanence, ce n'est pas de la bonne sécurité. Quand tout à l'heure, je parlais de casser les stéréotypes, voilà, c'est vraiment ça qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est un stéréotype. S'enfermer, ce n'est pas bon. Il faut avoir du renseignement. Il faut savoir comment ça marche. Moi, je me suis retrouvé dans des pays à risque comme ça, au contact de gens, d'autochtones, qui me prévenaient. Ils me prévenaient, ils me disaient, non, il ne faut plus venir nous voir. Ça devient dangereux pour vous. On vous a repéré en quelque sorte. Et là, je prenais des mesures de sécurité pour moi et pour mes gars. Vous comprenez ? C'est ça la vraie sécurité. C'est ce que je pense que tu voulais dire, Victorien. Pareil, même expérience. Quand on vit du coup dans le pays, on a un poste qui est forcément connu. Est-ce que là aussi, vous avez des antennes à l'extérieur pour vous dire, voilà, quelle est l'ambiance, monter des tensions, c'est dangereux, il faut partir? Ouais, mais on ne les écoutait pas parce que la compagnie de sécurité, en fait, on avait tout un réseau à l'extérieur et puis on avait un vieux professeur qui a écrit d'ailleurs la biographie du commandant Massoud. Alors, s'il m'entend, il ne va pas être content hein, parce qu'il n'est pas censé être vieux, mais bon, il a écrit la biographie de Massoud, il a eu le prix Médicis et dès le mois de mai dernier, il nous écrivait de longs emails en nous disant « Partez ». Évacué, renvoyez-moi tous mes livres. Il avait amené toute sa bibliothèque à Kaboul, le pauvre, maintenant il est avec les talibans. Et on ne l'écoutait pas parce que c'était un oiseau de mauvais augure et qu'on savait mieux, etc. Parce que notre compagnie de sécurité canadienne nous avait dit « vous inquiétez pas, tout va bien ». Jusqu'à la fin, jusqu'au 15 août, en fait, on pensait qu'on avait des hélicoptères pour nous exfiltrer, un avion qui nous attendrait à l'aéroport et tout ce qu'il fallait. Seulement le 15 août, on n'avait rien. Absolument rien. Et ça a été à nous de nous pardonnez l'expression, de nous démerder pour sortir du pays. Non seulement nous, mais aussi faire libérer tous les otages qui étaient avec nous, qui travaillaient pour cette compagnie de sécurité aussi. Donc, c'était un peu le monde à l'envers. Mais pour en revenir à ce contact avec la population locale, autre chose. Lorsque l'on est dans le secteur humanitaire, on a certaines valeurs. En revanche, je crois qu'il est important, lorsque l'on va dans différentes parties du monde, de ne jamais juger qui on a en face de nous. Donc, notre voisin de l'autre côté de la rue, à nous, c'était Gulbuddin Hekmatyar, donc, qui est connu comme le boucher de Kaboul. Il a tué beaucoup de gens pendant la guerre civile. Hein. Il a ravagé Kaboul dans le début des années 90. Et donc, alors, toute la faculté l'avait en horreur. Et puis, mon ancien président m'a dit, Victoria, quand même, ce serait pas mal qu'on recrute son petit-fils, il cherche un job, et puis c'est un très, très bon professeur, expérimenté tout ça, alors fais une compétition, vois s'il gagne la compétition, mais franchement, considère que ça pourrait être bien de le recruter. En effet, c'était le meilleur de nos candidats, donc je l'ai recruté. Je lui ai fait enseigner la justice transitionnelle parce que comme ça, il a enseigné sur les crimes de son grand-père. Bon, c'était un peu la blague. Mais il m'a présenté à son grand-père. Et donc, j'y suis allée
Alors là, tout le monde, tout le monde avait extrêmement peur pour moi. Il m'a reçu, on a pris le thé, on a discuté. Je lui ai dit, voilà, regardez votre petit-fils. Alors, petit-fils, annexement, élevé dans des camps d'entraînement Al-Qaïda en Arabie Saoudite. Le père était à Guantanamo et lui, il avait été réfugié en Australie. Donc, je lui dis, voilà, votre petit-fils, il est génial. Il me dit, ah oui, il a un grand sourire. Là, je parlais au grand-père et plus au boucher de Kaboul. Hein. Super content. Je lui dis, bah voilà, votre petit-fils, il a été élevé en Australie dans une université mixte avec des filles qui étudiaient avec lui, etc. Est-ce que, si on a un problème, si le régime tombe, est-ce que vous nous aiderez? Il m'a dit, d'accord. Le 15 août, on a un problème. Houston, we have a problem. Donc, moi, je suis dans un autre endroit. Je m'occupe de ce dont je m'occupe. La compagnie de sécurité est censée assurer. Ils n'assurent pas, on perd notre campus en 2 heures. Si on avait appelé grand-père, en fait, moi, je l'appelle grand-père. Si on avait appelé grand-père, il nous envoyait ses hommes. On aurait encore notre campus aujourd'hui. Vous voyez? Donc, en fait, quand on se coupe et quand on met toutes nos ressources dans une compagnie complètement étrangère à la culture locale, qui croit comprendre, mais en fait qui ne comprend rien du tout, qui nous promet des tas de choses qui en fait n'existent pas, eh bien quelque part, on peut tout perdre en un rien de temps. Et ça, c'est vraiment important pour vous de réaliser ça et de savoir que ce ne sont pas que les copinages entre anciens militaires qui jouent, mais c'est aussi votre œil à vous et il faut vous imposer. Moi, je ne me suis pas assez imposée et je m'en veux encore aujourd'hui. Si vous étiez, pardon, je pose peut-être une dernière question à Victoria. Si vous étiez justement entouré de locaux, vous avez donné un exemple, est-ce qu'il n'y avait pas peut-être un risque aussi, soit de corruption, soit de complicité, et sous une promesse de vous protéger, peut-être qu'ils auraient aussi ouvert les portes plus facilement? Est-ce qu'il y avait ce risque ou est-ce que non, vraiment une parole est une parole et, une parole est une parole. Ouais, et je pense qu'il faut, il y a le respect de la parole donnée est très important. Beaucoup plus, nous, ce sont des contrats qui font je ne sais pas combien de pages. Eux, c'est une poignée de main. Bon, grand-père ne serre pas la main aux femmes, mais voilà, j'avais sa parole. D'accord, merci. Est-ce que tu veux compléter ce témoignage? Je veux bien compléter, aller un peu plus loin que Victoria. Il faut aussi garder l'esprit critique parce qu'on n'a pas la même notion forcément que les gens du pays, notamment la notion par rapport à la mort, par rapport à la religion. Bien souvent, dans ces pays, notamment en Afghanistan, on s'en remet à Dieu parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et Dieu, c'est notre force. Comme il dit, c'est Inch'Allah, c'est Dieu qui va décider. On est dans un pays en guerre ou un pays pollué par la guerre, où il y a des mines, il y a des sous-munitions, il y a ce qu'on appelle les obus non exploités, les déchets du champ de bataille. Le paysan, devant tout ça, il faut bien qu'il mange. Il s'en remet à Dieu pour aller cultiver son champ. Alors nous, Européens, on va lui dire, mais non, monsieur, c'est miné. Il ne faut pas y aller. Mais l'Afghan, il va vous dire, moi, j'ai besoin de manger, et c'est Dieu qui va choisir. Vous voyez, on n'est pas prêt à ça. Donc, nous, on n'est pas prêt à mourir en s'en remettant à Dieu. On a cet esprit critique, et les trois Ariens, vous êtes sacrément critiques, entre parenthèses, il y a eu aussi d'ailleurs. Mais gardez cet esprit critique, ça peut vous sauver. D'accord? C'est pour aller un peu plus loin que ce que tu dis. Alors Victoria, à 2 ou 3 reprises, vous avez commencé à nous raconter que le campus est tombé très rapidement. Je pense que là aussi, qu'il y a au moins 1 ou 2 questions de curiosité qu'on a envie de vous poser. Qu'est-ce qu'on ressent? Comment ça se passe quand on s'aperçoit que là, le danger, c'est pas qu'il est immédiat, c'est que le danger est déjà sur nous. Je sais, parce que vous nous l'avez dit tout à l'heure, que vous avez été otage pendant quelques jours. C'est pas rien. Voilà. Comment est-ce que vous avez vécu ça, vous, mais surtout aussi vos équipes, votre entourage, parce que je sais que certains n'ont peut-être pas eu forcément la même chance que vous de repartir, sont peut-être restés sur place. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Oui, alors nous, toujours ces inégalités totales. Donc le 12 août, on décide de faire partir les internationaux. On cherche des vols, on ne les trouve pas. Le 14 août au soir, on s'en va et on laisse
4 étudiants sur le campus pour brûler tous les files qu'on avait commencé à brûler, tous les dossiers. Pourquoi? Parce que ce sont des locaux, et puis après tout, entre Afghans, enfin, je caricaturise, hein, mais c'est quand même un peu ça. Parce que nous, on est plus précieux qu'eux, hein, évidemment. Donc, on part dans la base de Rupli, près de l'aéroport de la compagnie de sécurité. Mais on avait quand même laissé le directeur de la sécurité, qui est un Anglais, sur le campus avec les étudiants. Tout est privatisé, si on comprend bien cette sécurité, cette vigilance, cette veille. Ouais. Vous n'étiez pas du tout en rapport avec l'armée américaine ou l'ambassade ou, L'ambassade de France m'appelait tous les jours là pour me dire va-t'en, mais bon, c'était un peu tard. Et donc, en fait, c'est notre directeur de la sécurité qui entend les tirs arriver et là qui se dit, bon, il faudrait peut-être qu'on y aille nous aussi. Et donc, lorsque toute mon équipe, à part moi, prend un jet le 15 août au matin à 5 h du mat, part pour l'aéroport pour prendre un jet pour partir, moi, je reste pour faire donc les listes d'étudiants que l'on allait commencer à évacuer. Et là, je vois le chef de la sécurité qui arrive et avec les 4 étudiants afghans. Et voilà, donc c'est comme ça que c'est tombé. C'est lui qui a réalisé, oh là là, les talibans arrivent, personne ne lui a dit. Hein. On était complètement laissés à nous-mêmes. Et moi, j'avais mon vol donc le 15 août dans l'après-midi. Je ne savais pas encore que le vol n'allait pas pouvoir atterrir, le dernier vol d'Emirates, dont il y avait plein de journalistes qui arrivaient, etc. Et donc, du coup, je demande à la compagnie de sécurité de m'amener à l'aéroport. Et là, il me donne un chauffeur qui avait l'air qui parlait pas anglais, avec un véhicule blindé. Et je leur dis, mais ce n'est pas du tout le protocole. Moi, généralement, quand je me déplaçais, j'avais 2 véhicules, plus les gardes du corps, enfin, toute la smala, quoi. Et donc, je leur dis, c'est un peu light. Ouais, je ne suis pas sûre. Et puis surtout qu'il a l'air un peu d'avoir du mal, quoi, le chauffeur. Il n'est pas très en confiance, là. Et donc, j'ai décidé de ne pas partir. Mais donc, c'est à nous aussi de réaliser dans ces cas-là, parce que la compagnie va vous dire pour se débarrasser de vous, hein, comment dire, partez. Puis finalement, non, il faut quand même avoir de l'esprit critique soi-même. Donc, le soir même, on est attaqué par les talibans. Le soir d'après aussi attaqué. Et puis là, la prise d'otage a continué jusqu'à ce qu'on s'extirpe grâce aux médias. Alors, certains d'entre vous sont dans le journalisme, hein, donc dans ces cas-là, on peut aussi utiliser la présence médiatique pour se mettre dans la lumière et pour faire en sorte que les pressions soient si fortes que l'on se fasse libérer. Donc alors ça, c'était contre l'avis du conseil d'administration qui me disait ferme ta gueule surtout, etc. Moi, j'étais là, non, je gère, je connais le terrain, je sais ce qui se passe. Là, vous m'avez promis des hélicos, ils ne sont pas là, maintenant, je fais ce que je veux. Et donc, en fait, le jeudi, je vais sur CNN, je dis, je suis otage, avec 425 autres personnes. Le bureau politique des talibans… Donc dans l'enceinte de l'université? Non, là, c'était dans l'enceinte près de l'aéroport. En fait, on était à 2 km. Alors, pareil, on nous avait dit, nos headquarters sont dans l'aéroport, ne vous inquiétez pas, on vous transfère, vous n'avez plus qu'à marcher jusqu'à l'avion. On était à 2 km. Bon, passons. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi à y aller. Et donc, le jeudi, je vais sur CNN. Le bureau politique des talibans à Doha voit ça. Là, c'est la mauvaise presse parce que les talibans avaient dit que tout le monde avait droit de passage, tous les internationaux avaient droit de passage pour l'aéroport. Donc, ils vont dire à leurs collègues, faites attention et surtout faites la terre. Le soir même, on démarrait. Donc, tout ça pour dire que les médias, ça aide aussi beaucoup. Et que si je m'en étais remise aux instructions de cette compagnie, eh ben, je serais certainement encore à Kaboul. Sachant que le plan B, pour faire la jonction entre nous deux, mon plan B, c'était d'aller dans le Panjshir avec le petit Massoud pour me battre, parce qu'après tout, quand on a tout perdu, autant se battre, quoi. Ça aurait été une exfiltration directement dans le nord, c'est ça? Peut-être pas, jusqu'à peut-être encore. Hein, oui, peut-être. D'accord. Luc, à la fois sur ce témoignage, mais j'imagine que là aussi, situation de crise, otages, négociations, libération d'otages. Est-ce que tu as été confronté, toi, à des situations comme celle-ci?
Oui, j'étais confronté plusieurs fois. Bon, moi aussi, malheureusement, j'étais pris en otage dans le monde du pétrole au Nigeria sur une plateforme de forage. C'est malheureusement assez courant. Alors, ce qui est intéressant quand vous êtes otage, c'est de savoir pourquoi vous êtes otage. Si vous avez une valeur, il va y avoir une négociation, et ça, c'est intéressant. Vous savez que c'est une question de temps et d'argent. Au Nigeria, c'est le cas. On faisait des négociations, etc. Bon. Mais quand vous savez aussi que c'est par idéologie, et là, c'est plus du tout la même chose, vous risquez d'être égorgé, le comportement n'est plus du tout le même, quoi. Voilà ce qu'on peut dire. Là, encore une fois, le monde dans lequel vous évoluez est important. Il faut le connaître pour adapter son comportement. Et là, on revient effectivement sur ce que Victoria nous disait. L'accès aux médias vous donne de la valeur. Donc, ça peut être un peu dangereux parce que vous devenez une cible, mais vous devenez aussi une cible un peu à protéger parce que vous avez de la valeur. C'est à deux sens, hein, les médias. C'est à deux sens. Là aussi, ça dépend de la situation. C'est ça, parce que en fait, les talibans, ce qu'ils voulaient dès le départ, c'était une reconnaissance internationale, et puis cette image du taliban modéré, 2.0, qui est plus gentil, etc., ce qui est totalement faux. Hein. Et donc, en fait, j'ai utilisé ça pour justement arriver à mes fins par rapport aux médias. C'était pour dire, voilà, si vous êtes vraiment des nouveaux talibans qui donnent le passage, etc., qui veulent une reconnaissance, eh bien, comment dire, on vous prend au mot, et pourquoi sommes-nous otages, quoi. Ok, d'accord. Ça fait un petit moment que vous êtes parti en Afghanistan. Est-ce que vous espérez y retourner? Est-ce que vous avez fait le deuil complet de l'Afghanistan et de son avenir? En tout cas, d'un point de vue, je ne sais pas si on peut dire démocratique, parce que l'Afghanistan n'a jamais été vraiment démocratique, mais en tout cas, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, on va revenir peut-être en Afghanistan et aider ces personnes? Moi, si mon conseil d'administration me dit d'y retourner, j'y retournerai. Parce que et c'est vraiment si la population veut de nous. Je crois que c'est ça l'important. Et dans toute action humanitaire ou action d'enseignement, il faut vraiment avoir une valeur sur le terrain et être le bienvenu. Si on n'est pas les bienvenus, ça ne sert à rien. Et quelque part, si on est obligé de revenir et d'avoir toutes ces tours balistiques, il faut se poser la question, est-ce qu'on est les bienvenus ici? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais je n'ai pas encore fait le deuil de cet espace qu'on avait, qui était vraiment un oasis de savoir, de diversité, etc., dans Kaboul. Mais j'espère qu'ils voudront assez de le recréer pour que l'on revienne. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais moi, je suis dans l'avion demain s'ils m'invitent. Hein. Ok. Je regardais régulièrement l'heure, il est 8h moins le quart. Je crois qu'on avait dit 20h, mais je pense qu'on peut dépasser un chouïa. Je regarde Aurélie, savoir si elle me donne un go ou pas. Parce que j'imagine qu'il y a pas mal de questions, ce qui nous permettra peut-être de développer encore quelques points qu'on n'aura pas abordés. Est-ce qu'en ligne, il y a des questions? Lucie, est-ce que tu veux peut-être démarrer? Et puis on laissera la place à quelques questions dans la salle. Je me déplacerai avec le micro. J'ai beaucoup de questions en ligne. On ne va peut-être pas toutes les faire, mais j'ai d'abord une remarque d'une intervenante de demain, Marion Abonenk, qui est également une ancienne étudiante. Exact. Bonsoir Marion. Alors qui normalement si tout va bien, elle est en direct de Khartoum, puisqu'elle est à l'ambassade de France de Khartoum. Elle est chargée de mission humanitaire. Et donc Marion nous dit: la tendance générale n'est pas forcément belle, avec des acteurs qui se maintiennent au pouvoir pour défendre des intérêts particuliers et n'hésitent pas à réprimer violemment des populations qui demandent une meilleure répartition des ressources, des richesses. Mais la résilience des populations est admirable, nous inspire, nous donne la force. Elle nous donne à réfléchir. Pour nous, Français, on grandit beaucoup grâce à ces expériences à l'étranger. Nous avons beaucoup parlé de résilience dans les pays occidentaux avec la crise Covid, mais savons-nous vraiment ce qu'est la résilience? En mission à l'étranger, l'on croise des personnes qui incarnent cette résilience au quotidien et par leur parcours de vie, qui sont toujours debout malgré les violences, les déplacements.
Nos deux experts ont hoché de la tête à chaque fois, donc je pense qu'ils partagent 100% de ce qui a été dit, ainsi que la plupart des gens dans la salle, voire tous les gens dans la salle. J'ai beaucoup d'autres questions en ligne, mais peut-être qu'on peut donner la parole au public. Comme tu le souhaites, ou peut-être encore une question. Est-ce qu'il y a une thématique qui émerge plutôt que peut-être de passer plusieurs questions? J'ai la thématique des salaires des expatriés. Alors. En tout cas, ça fait réagir la salle, donc c'est que ça doit intéresser. Allez, est-ce que l'un des deux, Luc, est-ce que ça vaut le coup d'aller à l'étranger, c'est ça? Est-ce qu'il y a une prime de risque? Est-ce qu'il y a une prime de sécurité? Est-ce que quand on va travailler en Irak ou en Afghanistan, il y a aussi en même temps un accompagnement en termes de salaire, en termes d'assurance vie peut-être, ou je ne sais quoi? Le salaire des expatriés à l'étranger, oui, forcément, c'est normalement intéressant, puisqu'on quitte la France, ça demande des sacrifices. Donc, tout ça, ça se justifie par un salaire. Ensuite, dans certaines zones à risque, donc on prend des risques pour soi-même, pour sa famille, donc ça justifie aussi un salaire. Et ensuite, je voudrais parler aussi de la cherté de la vie dans certains pays. L'Afghanistan, en 2001, il n'y avait pas de café, par exemple. Il n'y avait pas de café. Vous voyez, c'est bête, mais pour avoir un café, ça coûtait énormément cher. Pour vivre à l'occidental, dans certains pays, c'est très, très cher. Donc, c'est aussi pour ça que certains pays payent plus que d'autres, on va dire, hein, entre guillemets. C'est parce que c'est sur le coût de la vie à l'occidental. Vous partez dans des zones francophones, africaines, vous avez des enfants, la scolarité est très, très chère. Donc, on peut comparer, si vous voulez, les salaires, etc. Mais il faut tout comparer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a certainement des sommes exorbitantes, mais il y a aussi quelques fois où c'est vraiment justifié. Voilà ce que je peux dire sur les salaires des expatriés. OK. Est-ce que c'était cette thématique-là que… OK, super. C'est bien expliqué. Bon, moi, je suis plus dans une démarche égalitaire, mais c'est vrai que déjà, il faut garder une résidence, si on a envie, une résidence dans son pays. Donc, l'école. Non, c'est pas faux. Mais bon, pour nous, on avait, je ne sais pas moi, on avait des écarts salariales tels que je ne peux pas vous dire, je ne saurais même pas vous dire. Peut-être que je gagnais, je ne sais pas moi, 150 fois plus qu'un jardinier, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut se poser les questions aussi. Mais voilà. Ouais. Là-dessus aussi, il ne faut pas s'interdire d'utiliser des gens, de les employer. Tu parles d'un jardinier, d'une nounou. Il faut rentrer dans le tissu local, dans les habitudes. Ça ne veut pas dire que vous êtes le riche qui emploie des pauvres et vous avez des gens de maison. C'est pas ça. C'est pas comme ça. Dans certains pays, il faut bien connaître les choses. Et puis, le fait d'employer des gens comme ça de maison, vous leur rendez service. Vous n'en avez pas besoin, parce que normalement, vous n'utilisez pas de gens de maison. Mais le fait de le faire vis-à-vis d'eux, vous partagez votre salaire. Vous en donnez un peu à la population. Et des fois, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Vous n'en avez pas besoin, faites-le quand même. Et ces gens-là vous aideront en cas de problème, parce qu'ils connaissent bien leur pays. OK. Allez, il y a déjà des mains qui se lèvent, donc je me lève aussi. Alors, on essaie de faire des questions courtes. Et je vais essayer de ne pas trop faire passer le micro. Qui est-ce qui commence? Est-ce que vous pouvez vous lever un petit peu ou pas? Moi, j'avais une question sur, vous parliez de garder votre mode de vie occidental et finalement, en quelle mesure vous gardiez ce mode de vie et en quelle mesure vous vous adaptiez à la vie locale. Alors, vous l'avez un peu dit en employant des personnes dont vous n'aviez pas forcément besoin des services. Et sinon, en quelle autre mesure, effectivement, vous vous adaptiez ou pas? On s'adapte en fonction du contexte et en connaissance de cause. Il n'y a pas de solution pour tous les pays. Chaque pays est différent, chaque région est différente. C'est à vous de faire, d'être critique. Tout à l'heure, je vous parlais de l'esprit critique qu'il faut avoir, d'avoir du renseignement. Vous avez des retours d'expérience des anciens qui ont été dans ce pays-là, qui vous disent comment ça se passe.
et vous adapter intelligemment à la situation. Quelquefois, ben non, il faudra effectivement ne pas faire ça. Et puis d'autres fois, ça sera un gage de sécurité pour vous aussi et pour votre famille. Vous comprenez? Il n'y a pas de solution vraiment que je puisse vous donner, quoi. Il me semblait. C'est une question pour les fonds. Où vous trouvez vos fonds pour financer 5 000 $ de sécurité par mois? 500 000, pardon. Alors, c'est le gouvernement américain. Tout simplement, on est financé à 60% par USAID. On a le Public Affairs Section de l'ambassade qui nous finance 15% de notre budget. Là, c'est vraiment pour les résidences étudiantes. Tout va aux étudiants. Et puis, le reste, ce sont des levées de fonds. Donc, voilà, c'est le gouvernement qui, après l'attaque de 2016, a vraiment voulu qu'on continue notre action et donc a financé notre sécurité et principalement, pas seulement la nôtre, mais plus celle de nos étudiants. Voilà. Merci. Oui, bonsoir, merci d'être venu déjà. Et ce serait une question plutôt pour Madame Fontan, je pense. C'était est-ce que par votre travail, vous avez un statut d'humanitaire? Et si oui, quel a été votre rapport aux armées en présence, notamment, je ne sais pas, françaises ou américaines, par exemple? Bonne question. Alors, on était une université en Afghanistan, non, parce que nous étions une université afghane, donc pas de statut humanitaire. En revanche, payé par USAID, donc on avait, par exemple, on ne payait pas d'impôts parce que notre salaire venait de USAID, mais je ne dirais pas qu'on avait un statut, on était vraiment des employés d'une institution afghane, point. Au niveau des relations, il y en avait pas plus que ça. C'était plus aller rapporter à l'ambassade que les fonds étaient utilisés correctement. Donc l'ambassade des États-Unis, une fois par semaine. C'était voilà. Et puis rien de plus. Quelque part, on nous a jamais posé aucune question par rapport à la sécurité. Alors parfois, on avait quelques petites pressions. Par exemple, quand le processus de paix a commencé, et que c'était pas vraiment un processus de paix, c'était plus un processus de désengagement. Parce que le président Trump voulait vraiment partir le plus vite possible. Là, on nous a dit inviter telle personne qui travaille sur les négociations, etc. Et moi, j'ai dit, mais alors si on invite telle personne, on va inviter les talibans aussi, parce qu'il faut quand même qu'ils nous parlent de... et alors là, non, c'est pas possible, etc. Donc, c'était plus ce genre de pression-là qu'on avait qu'autre chose. Et voilà, sachant que j'ai aussi travaillé au volet justice transitionnelle du processus de paix. Bon, fatalement, je n'ai pas fait un très bon job. Alors, il y a 2 questions sur ce côté-là de l'amphi. Je ne sais pas si après Lucie veut récupérer le micro. Oui, j'aurais une question sur la relation un peu ascendante entre les expatriés et les personnes locales. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, entre guillemets, que quand c'est des questions de sécurité, par exemple, un expatrié va être plus valorisé qu'une personne locale. Et est-ce que dans les organisations humanitaires ou dans l'éducation, est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui sont mises en place pour pallier cet écart-là entre expatriés et personnes locales? Et s'il y en a, quelles sont ces mesures? Voilà. Au niveau sécurité, aucune. Sachant que notre président, notre président actuel et notre ancien président mettaient toujours un point d'honneur lorsqu'on se rendait à l'ambassade, à faire voyager tout le monde en véhicule blindé, que ce soit les étudiants ou que ce soit nous. Mais voilà, c'était vraiment quelque part une exception à la règle que d'autres organisations, toutes les organisations humanitaires à Kaboul, les locaux, ils sont en soft skin et puis nous, on est en voiture blindée. Donc ça, c'est clair et ça ne change pas. Moi, je peux simplement vous dire que d'un point de vue de l'institution, on a la chance d'être français ou européen, hein, parce que dans chaque ambassade, il y a des plans d'évacuation qui sont prévus pour les ressortissants français ou européens. Et il y a des accords entre les pays riches. Hein. Prenez évacuation assez récemment sur le Tchad. Bon, les Américains faisaient partie du plan d'évacuation, alors qu'ils ne sont pas européens. Vous voyez, il y a des accords interpays. Donc les ayants droit, c'est un vrai souci. Mais voilà, on a la chance d'être européens. On a la chance d'être français. Parce que les politiques ont le souci de leur expatriés à l'étranger, ce qui n'est pas le cas pour tous les pays.
pour la majorité des pays dans le monde. On a vraiment cette chance-là. J'aurais une question pour Madame Fontan pour revenir sur l'histoire du boucher. En rentrant en contact avec lui, en embauchant son petit-fils et en allant prendre le thé chez lui, vous n'aviez pas peur d'impacter un peu l'un des piliers qui est l'impartialité et Bonne question. Alors déjà, il a été recruté d'après une compétition. Donc, il l'a remporté parce qu'il était excellent. Mais le fait qu'on le mette dans mon radar, oui, ça, c'était quelque chose vraiment d'assez politique. Mais au niveau compliance, on était bon là-dessus parce qu'on est vraiment super audité, quoi. On se prend à peu près un audit par semaine. Donc, c'est beaucoup. En revanche, je dirais que pour moi, c'était plus... C'était plus un principe d'inclusion que j'essayais d'établir parce que justement, ça rebondit sur ce que j'ai dit au niveau politique tout à l'heure. Quand on a toujours les mêmes interlocuteurs qui viennent dans l'université, et bien quelque part, on n'a pas une vision. Une université, c'est censé être apolitique. Enfin, je ne sais pas, pour moi, c'est censé être apolitique et vraiment un espace d'échange et un espace, où la société se rencontre pour se sublimer. Et quelque part, en n'ayant pas ces contacts avec des parties intégrantes de la société afghane, parce que grand-père, il a énormément de followers, pas seulement sur Twitter, mais partout en Afghanistan. Eh ben, il fait partie de l'histoire de cette société. Et pour moi, c'est important aussi d'inclure l'Afghanistan sous toutes ses facettes, sachant que il y a certaines limites. Pour nous, ce sont les sanctions du gouvernement américain. Gulbuddin Hekmatyar avait été pardonné par le gouvernement afghan, alors que je ne sais plus en quelle année c'était. Il y avait un processus d'amnistie en 2018 ou 2012, je ne m'en souviens plus trop. Mais voilà, donc il avait été pardonné. En revanche, quelqu'un qui était toujours sur la liste du FBI, eh ben là, non. Par exemple, Sirajuddin Haqqani, qui était notre geôlier, je l'ai vu arriver. Alors, ce qui est très important aussi, c'est de connaître ses interlocuteurs. Donc, le groupe Haqqani avait déjà enlevé 2 de mes professeurs qu'il avait fallu récupérer. Ils sont quand même restés captifs pendant 3 ans et demi. Et donc, ça a été très compliqué. Moi, quand je suis arrivée en cours de route, mais je ne les ai pas lâchés. Et donc, je connaissais ce groupe. Je savais qui était qui. Et donc, quand j'ai vu sur le parking cette personne arrivée qui avait un peu grossi, parce que quand on est à Doha, les hôtels, les nanas, tout ça, on s'empâte un peu, quoi. Et donc, je l'ai reconnu tout de suite. Et quelque part, je savais à qui j'avais affaire. Je me suis dit, là, on est la proie des Haqqani, ça sent mauvais parce que je savais comment ils traitaient leurs otages. Et quelque part, voilà. Donc, quand ce sont des gens hors la loi, listés ou sur des listes de sanctions, eh ben, c'est bien de connaître leur visage pour les reconnaître aussi, pour ne pas être en porte-à-faux soi-même par rapport à son bailleur de fonds aussi et par rapport à son code d'éthique institutionnel. Voilà. Alors, on va prendre une question à distance qui va nous amener aussi à une introduction de la masterclass de demain. Donc, c'est une question qui revient à 2 reprises. On prend une double question. Comment l'humanitaire se manifeste-t-il dans un territoire en insécurité et quels en sont les besoins prioritaires? Alors, on a 2 intervenants qui ne sont pas d'expertise sur ce domaine-là, donc je ne sais pas si vous pouvez répondre ou si on lance le ballon pour demain et on aura la réponse demain dans la masterclass. Laissez les experts parler. On va laisser les experts parler. Allez, on reprend le micro ici, pendant que je te laisse regarder une autre question. Bonsoir. Du coup, le sujet que j'aimerais aborder, c'est l'identité. Je pense qu'on reviendra peut-être justement à l'impartialité derrière. Vous nous avez parlé d'infiltration, vous nous avez parlé d'intégration et de temps passé là-bas. Et je voulais savoir si effectivement il y avait des exemples où on perdait notre identité, où on finissait effectivement par prendre parti, comme vous, docteur Fontan, à la fin, vous avez dit, si j'ai plus rien à faire, je prends les armes. Et puis, comment effectivement on gère son identité tout au long de sa mission, de manière à ne pas oublier qui on est, comment gérer tout ça. Vaste question.
Comment on gère son identité, ça s'apprend. Moi j'étais militaire, donc au sein du service action, on a des stages de formation et on apprend à gérer tout ça, si vous voulez, à gérer sa propre sécurité et à fabriquer une fausse identité et à vivre avec. Alors, c'est de l'expérience, mais c'est aussi des formations. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est confidentiel, mais voilà. Après, c'est facile hein, quand vous revenez en France, vous retrouvez les vôtres. Il y a quelques anecdotes. Hein. Vous pouvez croiser quelqu'un. Ça m'est arrivé avec un ami qui faisait le même métier que moi. Vous croisez quelqu'un qui vous appelle différemment. Vous êtes dans un restaurant. Bon, bah, c'est quelqu'un que vous avez connu ailleurs. Donc là, faut aller vite. Il faut revenir vite dans la vie d'avant. Vous appelez plus de la même manière. Donc c'est anecdotique, mais ça se passe très bien. Comment ne pas oublier qui on est? Donc, pour moi, ce sont les valeurs qui nous animent dans ce qu'on fait. Donc, moi, pour moi, alors c'est bête parce que j'allais dire, en tant que ma spécialité, c'est comment dire, les études de la paix et de la résolution des conflits. Donc, j'allais vous dire, c'est la non-violence. Bon, fatalement, j'ai un peu perdu ça en route. En revanche, le féminisme, c'est vraiment quelque chose qui a toujours animé mon action dans l'enseignement, etc., dans tous les relations que j'ai eues, les rôles que j'ai eus dans les processus de paix. Et donc, pour moi, ne pas oublier pourquoi on est là, c'est important. L'éducation en Afghanistan, c'était un combat de chaque jour. C'est pour ça qu'on avait ces tours balistiques et ces gourkas népalais avec nous. Donc nous, on combattait avec notre savoir, on combattait l'ignorance, l'obscurantisme, tout ça, et cet islam politique, on le combattait avec notre savoir. Et donc pour moi, il n'y a aucune différence entre le combattre avec son savoir et le combattre par les armes. Parce que pour moi, c'est la chose, si je peux terminer là-dessus, ce sera mon grand regret par rapport à ce que l'on a apporté à l'Afghanistan. On leur a apporté un système libéral clé en main. On les a mis sous perfusion de beaucoup d'argent pendant des années. On a complètement déstructuré leur système de sécurité. C'était un peuple guerrier. On a tous centralisé. Donc, le pays n'avait plus aucune force ni aucune compétence pour se battre. Au bout de ces 20 ans, tous les grands généraux étaient déjà partis. On payait les salaires des ministères, les salaires de l'armée, les salaires de tout le monde. Donc, le jour où ça s'est arrêté, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu partir au lieu de se battre parce qu'on leur avait enlevé les armes et l'envie de se battre. On leur avait dit, vous inquiétez pas, quelque part, on leur avait donné un pays clé en main sans qu'ils aient eu à se battre pour l'avoir, pour certaines idées. Et ça, c'est notre faute. Et donc, voilà, ça, j'en suis persuadée. Les études de la paix, ça va bien 5 minutes, mais à un moment donné, si on ne donne pas un sens de l'identité afghane, si on leur donne pas, si on n'accompagne pas la formation de cette identité afghane au cours de ces 20 ans, eh ben, on finit par un pays morcelé en différentes zones de repli identitaire, et on finit par un pays qui n'est pas prêt à se battre et qui se fait manger par n'importe quelle invasion. Et c'est vraiment notre faute. Et évidemment, eux, pourquoi ils voudraient se battre si quelque part on leur a tout donné pendant 20 ans et ils peuvent prendre un avion pour s'enfuir? Bonsoir. Bon, c'est une question un peu plus globale du coup, mais aujourd'hui, on parle de guerre de l'espace, cyberguerre. Enfin, il y a tellement de façons de faire la guerre. On parle aussi du fait qu'en géopolitique, les frontières soient de plus en plus, les parties soient de plus en plus floues. Comment vous, en tant que Français, en tant qu'ancien militaire, vous faites pour vous situer par rapport aux autres agences de sécurité qui sont parfois des agences avec des mercenaires dans certains pays? Enfin, comment faites-vous pour vous situer aussi avec la fidélité envers la patrie, d'un point de vue géopolitique aussi? Je ne sais pas comment reformuler la phrase, mais... Alors, par rapport aux autres agences
de sécurité, c'est très simple. En France, c'est très normalisé, c'est très cadré. On ne fait pas n'importe quoi. On est même quelquefois embêté parce qu'on ne peut pas... vous voyez, par exemple, pour travailler en armes à l'étranger, c'est très compliqué, contrairement à d'autres pays. Je crois que la France a la législation la plus dure en termes de mercenariat. Donc voilà, où est-ce qu'on se situe? Nous, on se situe là, les Français, et on évolue dans ce cadre-là. Donc on n'est vraiment pas perdu, quoi. On est drivé. On est toujours en contact avec l'institution. Et très sincèrement, je me sens pas mercenaire, quoi. Vous voyez, voilà. Mais j'extrapole votre question. Voilà où on en est. Alors, je sais qu'on va frustrer énormément de personnes, qu'il y a plein de questions, mais l'heure tourne. On en prend encore, je crois, 2 ou 3, d'après ce que j'ai compris. Okay. Moi, j'ai une question sur les Gourkhas népalais dont vous parliez au début. Pourquoi, après, vous avez parlé aussi de personnel canadien privé? Comment ça se passe, ces systèmes-là? Quand est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre? Pourquoi ils étaient là? C'est quoi les ressorts? Alors, en fait, vous voyez un checkpoint normal. Vous avez vu ça dans votre formation, les checkpoints. Donc, en première ligne, on a les locaux. Après, on a les Népalais, les Géorgiens, etc. Et puis après, quand vraiment on est bien en sécurité, on va avoir les Canadiens, les Français, etc. Donc, c'est un peu la chaîne alimentaire des... voilà, vas-y. Moi, ça, je peux vous l'expliquer. C'est une question de coût. Le personnel local est moins bien payé. Ensuite, si vous prenez des gens comme les Népalais qui sont des très bons soldats, on les utilise parce que tout est une question d'argent. Là, vous payez votre sécurité. Et au final, les mieux formés, ne sont pas forcément les meilleurs, mais les mieux formés, ils sont au plus près du client, puisque c'est un client, et ils sont les mieux payés. Oui, c'est ça. En mieux dit, c'est ça, ouais. Bonjour. Du coup, à la suite de vos expériences qui, à l'écoute, sont très marquantes, quel regard vous portez quand vous retournez en Occident, notamment en France, concernant justement, comme avait dit l'intervenant de demain, sur la résilience et sur le rapport aux autres? Moi, je sèche là. Difficile. Je dirais que c'est difficile, mais... Ouais, vas-y. C'est très général comme question par rapport à la résilience, le rapport aux autres. Aller à l'étranger, c'est une ouverture d'esprit, même dans les zones à risque. Ça vous rend plus fort. Vous découvrez d'autres systèmes, vous découvrez d'autres gens, d'autres religions. Il n'y a pas que du négatif, il n'y a pas que des obus et des blessés et des morts. Il y a aussi des gens que vous rencontrez qui vous marqueront à vie, mais dans le bon sens du terme. Et vous comprenez un peu mieux les choses, certainement. Et vous devenez certainement un peu plus humble. Et puis, quand vous rentrez en France, vous vous rendez compte de ce que vous avez. Vous voyez, l'électricité, par exemple. Je repars sur l'Afghanistan. Mais dans les campagnes afghanes, en 2001, il n'y avait pas d'électricité. C'était la lampe à pétrole ou la bougie. Il n'y avait pas de chauffage électrique, etc. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas tout ça. Ce qu'on vit actuellement, on est dans un pays riche. Quand vous partez à l'étranger, vous êtes confronté à tout ça. Je reviens sur Maslow, les besoins essentiels. Là, vous vous retrouvez à vous dire, là, j'ai à manger, j'ai à boire, voilà, je vais bien, quoi. Le reste, c'est du plus. Donc, quand vous rentrez dans votre pays, vous avez le plus et ça fait du bien. Voilà. Juste une toute petite anecdote. On avait à Kaboul ce qu'on appelle le Kabul Skinny Syndrome. Donc, ça veut dire que, vu que il y avait déjà une très, très forte insécurité alimentaire en Afghanistan avant la chute de Kaboul à cause du changement climatique, etc., de beaucoup de choses. Et donc, quelque part, nous tous qui sommes arrivés là-bas, on a tous perdu du poids, mais un poids terrible. Parce que moi, j'ai perdu, je ne sais pas, en Afghanistan, j'ai perdu 15 kilos. Parce que, je ne sais pas, je n'avais pas envie de manger alors que je savais que les gens en dehors de mes murs, ils n'avaient rien à manger non plus. Donc, je ne mourrais pas de faim. Mais donc, tout ça pour dire que quand on rentre en France, on s'aperçoit de tout ce qu'on a et on apprécie la résilience des gens sur le terrain aussi, qui font avec très peu quelque part. Et puis, du coup, l'engagement, le sens de l'engagement est manifestement décuplé. Voilà.
Bonsoir. Sur le point de vue de la sécurité, vous parliez tout à l'heure que la sécurité, c'est un curseur qu'on monte. Et je voulais savoir, Madame Fontan, à quel moment on prend en compte les risques et à quel moment on ne les prend pas en compte. Comme vous parliez le 15, la journée du 15. Alors ça, c'est intéressant. Je dirais que on les prend jamais vraiment en compte. On les prend comme des problèmes, qu'il faut solutionner un problème à la fois. Et parce que quand on est dans une situation comme ça, on est comme dans un film d'horreur. Vous voyez, le film commence et puis il y a tous les personnages et puis on ne sait pas lequel va mourir en chemin. Et on ne sait pas si nous-mêmes, on sera à la fin du film. Donc, on prend les choses comme elles viennent. On essaye de faire le mieux possible, mais parfois, on est dans certaines situations. Quand on est dans ces situations, n'importe quelle décision qu'on va prendre, ça peut jamais être ou la bonne ou la mauvaise. Et parce que la situation nous échappe complètement. Et donc, c'est dans ce moment-là qu'on se dit, bon, là, on est en insécurité totale, donc on met ça de côté. La sécurité, c'est fini, il n'y en a plus. On fait du problem solving et on croise les doigts. Alors, on va prendre une dernière question qui est en ligne, c'est ça, sachant que pour tous les étudiants qui sont dans l'amphi et ceux qui sont aussi en ligne, en 5e année, vous avez évidemment la masterclass demain, 6 heures de table ronde, d'expertise, de témoignages par des acteurs des actions humanitaires sur le terrain. Non seulement vous allez apprendre plein de choses, vous allez pouvoir dialoguer avec eux vraiment pendant ces tables rondes. Et donc, on laisse la parole à Karine pour la dernière question de la soirée. Tout à fait, une question en ligne qui nous vient de Odin. Les agents qui assurent la sécurité des ONG travaillent-ils sous statut privé ou appartiennent-ils à la DGSE? Et les agents qui travaillent dans le privé n'appartiennent pas à la DGSE. Voilà, je réponds à la question. Non. Voilà, c'est tout simple. Alors, pour ce genre de questions, est-ce que vous faites partie de la DGSE? Est-ce que vous travaillez encore à la DGSE? Est-ce que les agents font partie de la DGSE? Alors là, je vous dis non, très simplement. Il n'y a pas d'agents de sécurité qui font partie de la DGSE. Vous ne me croirez pas, peu importe, mais si je vous avais dit oui, vous ne me croirez pas non plus. Donc, vous voyez, tout est possible, tout est imaginable. Maintenant, là, on n'est pas dans un film. De manière générale, non. Les agents, ils font leur travail de sécurité. Ils ne sont pas là pour faire du renseignement. Voilà. Pareil pour les universitaires. Bien, chères étudiantes, chers étudiants, on va remercier Victoria, Luc et Patrick parce qu'ils nous ont fortement intéressés ce soir. Moi, je pense que notre intention, avant la masterclass pour les 5e années de demain, où ils vont rencontrer de nouveau des professionnels de grande qualité, notre intention était de vous faire comprendre que le monde dans lequel nous vivons n'est pas aussi simple que cela. J'aime employer cette phrase. Au fond, vous les jeunes, vous avez un monde entier à combattre, c'est clair, mais vous avez aussi un monde entier à conquérir. Et c'est une chance formidable que vous avez dans ce monde difficile où on ne sait pas bien ce qui va se passer demain. On parlait de l'Ukraine tout à l'heure, on ne sait pas ce qui va se passer. Il faut combattre toutes ces idées, mais vous avez tellement de choses à apporter à ce monde de demain, vos énergies, votre intelligence, votre volonté, et comme l'a dit Victoria tout à l'heure, votre volonté de vous battre, ne l'oubliez pas. Et j'ai apprécié, Victoria, quand tu as dit, s'il avait fallu partir ailleurs, je serais parti là et là, parce que je serais parti pour me battre. Le monde est ainsi fait, mais personnellement, nous comptons tous sur vous pour préparer un super avenir. Merci à vous tous. Merci.
Merci, merci. Là, c'est pour savoir si ton nom allait s'afficher. Merci, merci. Merci beaucoup. En fait, on fait des procédures politiques sur la plupart en Afghanistan de la couverture des talibans à la perspective. Alors, peut-être pas moi, mais mes collègues afghans. Merci. C'était très intéressant. Merci à vous. C'est super. Voilà, il faut avoir l'énergie. Parce que nous, on est à l'islamé, donc vous savez où vous voulez les envoyer, c'est le problème, c'est qu'on a fait une serveur. Et donc, le 15 août, c'est pour ça que je suis restée derrière. Il a fallu rétablir les listes complètement à droite, à gauche, parce qu'on avait même le dossier de s'enregistrement des observations. Donc, on a été en droit, et quelque part, on a vraiment tout fait à la main. Ah, ça fait longtemps. Donc si je fais quitter, où est-ce qu'il va se mettre l'enregistrement? J'en sais rien. On arrête l'enregistrement et comment on récupère le fichier. Voilà. Si je fais quitter, normalement. Sauf que moi, je suis en tant que qualifié. Ah, c'est Tam qui a. C'est Lucie qui s'est mis sur le compte de Tam. Ah oui, mais c'est Tamara qui a la licence, c'est ça? Oui. Et quand tu cliques sur enregistrement, ça fait quoi? Ça fait rien du tout? Non. Juste à côté, en rouge. Mais non, parce que. Non, parce que moi, je suis visiteuse là, dans l'histoire, en fait. Et alors, l'ordinateur maître, il est. Claire Douille. Ah ouais, je vais l'appeler. Ah, on a peut-être loupé la fin. La dernière, les deux dernières questions. Non, je pense pas, parce qu'elle vient de s'appeler. Oui, mais on fait comment pour. Elle a peut-être. Attends, je vais quitter, moi. Mais ouais, du coup, toi, si tu quittes, tu vas quitter, mais ouais, c'est Swan qui a
Oui, c'est ça, je l'ai appelé. Mais c'est pour ça que je suis sortie. Parce que tu sais, on n'a aucun réseau. Que ce soit SMS ou WhatsApp, ça ne marche pas. Mais si, ça marchait pas. La pauvre photo, le moindre photo, ça ne marche pas. Le moindre photo, ça ne marche Pour ce soir. Demain, c'est le week-end, mais ce soir, Attends, il faut juste que... C'est sur le PC que ça s'enregistre. Je la vois pas, moi, là. Ah, si, là. 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 Mettre fin à la réunion. Pour tout. Moi, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais quand je quittais, non, ça t'exportait, mais j'ai pas envie de te dire de bêtises. Attends, ah, c'est là, je suis là en fait. Là. Voilà, je suis là. Je suis là. Écran pour enregistrement. Si tu mets en pause. Arrêter l'enregistrement. Ouais. D'accord. J'arrête. Ouais. Et elle m'a dit que normalement c'est sur le cloud. Là, c'est recevoir un mail, une notification, sur un mail.